à toutes, bonjour à tous. J'espère que ces premières séries de workshops se sont bien passées pour vous. Préparez-vous car il y en aura une autre au moment du déjeuner et puis évidemment une troisième dans l'après-midi. On continue, nous en tout cas sur cette scène de plénière, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on bâtit ces plans stratégiques, comment est-ce qu'on masterise un plan qui engage la question de la confiance pour, évidemment, vos annonceurs, vos partenaires, mais surtout vos audiences, vos consommateurs et utilisateurs. Vous le savez aussi, le Hub Forum, c'est plusieurs lieux, c'est plusieurs interviews, c'est plusieurs speakers. Vous pouvez donc retrouver toutes les interviews des speakers de la journée sur French Web. Le studio est juste au-dessus à l'espace workshop et ça se passe sur le site de French Web tout au long de ces 48 heures. Mais d'abord, la confiance est aussi une question de convergence. Faire un pas l'un vers l'autre, qu'on soit plateforme et utilisateur, qu'on soit retailer et annonceur. Et justement, on va se rendre compte ensemble maintenant que le retail média n'est plus un accessoire. Mathieu Azorin pour Storytel et François Costa de Beauregard pour Criteo nous rejoignent tout de suite pour en parler. Je ne sais pas si on m'entend. Si, c'est bon. Bonjour à tous. Il y a quelques mois, quand on avait commencé à évoquer cette présentation de Criteo au Hub Forum, on s'était dit que je monterais seul sur scène et que je ferais une petite intervention sur l'intelligence artificielle. Puis finalement, nous sommes deux avec Mathieu pour vous partager une bonne nouvelle. Parce qu'entre-temps, l'été est passé, et il y a eu un mariage. Criteo a racheté Storytel, et donc on s'est dit qu'on allait monter ensemble sur scène pour vous raconter la vision que nous partageons et qui a amené le rapprochement entre nos deux sociétés, entre nos deux structures. Bonjour à tous. Alors, on s'est mariés cet été. On est deux sociétés technologiques qui apportent une valeur ajoutée aux e-commerçants. Donc, Criteo en permettant aux e-commerçants d'augmenter leur chiffre d'affaires et Storytel en permettant aux e-marchands d'animer et de monétiser leur site marchand. Alors, on a des activités qui nous permettent d'être assez proches des problématiques des e-commerçants. Et tout comme eux, on a fait le constat suivant. Pour gagner la bataille de l'e-commerce, on doit résoudre une équation qui est très difficile à craquer. Ça bloque. On va y arriver. Il va falloir que tu la décrives. Non. Et voilà. Donc cette équation, difficile à craquer, c'est à celui qui proposera le plus de choix aux consommateurs au meilleur prix, avec un service pour le consommateur toujours plus compétitif. Et ça, clairement, c'est extrêmement compliqué à financer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a qui ont réussi à craquer cette équation-là. Et curieusement, c'est les géants de l'e-commerce d'aujourd'hui. Moi, je vous propose d'aller faire un tour en Asie et de regarder un peu le business d'Alibaba, le business de Jack Ma, et de prendre 2 minutes pour observer ce chiffre de 60%. Alors, qu'est-ce que c'est ? 60%, c'est la part des revenus d'Alibaba drivés par la publicité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment colossal. Le job d'Alibaba, historiquement, ce n'est pas de vendre de la publicité. Le job d'Alibaba, c'est de vendre des produits. Mais quand on voit la contribution de la monétisation dans le business d'Alibaba, ça reste quand même quelque chose de colossal. Et si on va de l'autre côté et qu'on va faire un tour aux États-Unis, ça rebloque. Quand on regarde le business de Jeff Bezos, Amazon, pour la petite anecdote, c'est que quand ils ont présenté leurs résultats financiers au premier quarter 2018, la publicité pesait tellement dans leur chiffre d'affaires qu'ils ont été obligés de discloser le volume d'affaires que représente la publicité. Jusqu'à présent, c'était rangé dans une catégorie qui s'appelait, dans leur bilan financier, Other. Là, ça pèse en Q1 2018 plus de 2,4 milliards et le directeur financier a été obligé de le discloser. Amazon Advertising, aux États-Unis, cette année, c'est 4,1 de part de marché dans le monde de la publicité en ligne. Et les projections nous amènent à penser qu'en 2020, le Amazon Advertising aux États-Unis va peser 7% du business de la publicité en ligne, et c'est le seul acteur, à horizon 2020, qui va réussir à prendre des parts de marché à Google et Facebook. Donc, quand on voit ces deux géants de l'e-commerce et quand on analyse un peu
leur modèle économique et quand on creuse un peu le poids de la monétisation dans leur business, finalement, on se rend compte que la monétisation, c'est vraiment un rouage central de leur écosystème. Et c'est grâce à la monétisation qu'ils ont réussi à craquer cette équation. Donc, c'est sûr que ce que Mathieu vient de nous partager, on ne sait plus si on parle de e-commerçants ou si on parle d'éditeurs. Ils ont fait le choix de la monétisation comme des éditeurs. Est-ce que tous les e-commerçants peuvent se positionner de la même manière, se positionner comme des éditeurs, se positionner comme des médias, pour derrière avoir recours à la monétisation? Donc si on décompose de manière très schématique le monde des médias, on voit 3 composantes majeures. Il y a l'éditeur, l'audience et les annonceurs. L'éditeur cherche, alors là, je vais vous raconter, vous le savez tous, mais on va essayer de le faire ensemble quand même. Excusez-moi d'enfoncer cette porte ouverte, mais donc l'éditeur génère un contenu pour essayer d'attirer une audience et pour revendre l'exposition de cette audience à des annonceurs. Grâce à cette mécanique-là, ils vont chacun arriver à répondre à leurs besoins. L'éditeur générer du revenu, l'audience accéder à un contenu pertinent et accessoirement qu'il soit gratuit grâce à la publicité, et puis l'annonceur à gagner en visibilité, à être capable de toucher sa propre cible. Si on regarde ces 3 problématiques, si on regarde ces 3 besoins, on voit qu'ils existent aussi dans le monde du commerce, en particulier depuis la digitalisation du commerce, avec la création des sites de e-commerce, avec la création des applications de e-commerce, la digitalisation des points de vente, avec le recours aux écrans sur le lieu du point de vente, l'utilisation des smartphones, l'utilisation des applications du commerçant dans ses propres rayons, par ses propres consommateurs. Tout ça a changé la donne, parce que les commerçants se retrouvent dorénavant avec un support digital, avec un médium digital qui devient un média, qui les positionne un peu comme des éditeurs et qui leur permet de s'adresser à une audience qui n'est autre que leurs propres consommateurs. Ils peuvent les voir comme une audience puisqu'ils viennent chercher un contenu, même si c'est un contenu qu'ils cherchent à acheter après, c'est un contenu pertinent. Et s'ils ont une audience, eh bien, ils peuvent revendre l'exposition de cette audience à qui? À des annonceurs qui ne sont autres que leurs propres partenaires puisque ce sont leurs fournisseurs. Et donc, vous voyez, on retrouve exactement les mêmes besoins. Donc s'il y a les mêmes besoins, on voit que le monde des éditeurs et le monde des distributeurs convergent avec les mêmes besoins, donc ils peuvent avoir la même réponse à ces besoins. Et donc, légitimement, l'ensemble des e-commerçants peut chercher comme source de revenus alternative la monétisation. Et la monétisation peut donc se poser aussi comme rouage central du mode de financement des distributeurs. Alors si on pousse l'exercice un cran plus loin, est-ce qu'on pourrait imaginer que les distributeurs puissent être cantonnés dans un rôle de médias qui vendent, mais dans un rôle de médias avant tout? Alors, le job d'un e-commerçant, c'est pas de vendre de la publicité, c'est de vendre des produits. C'est pas de produire du contenu et monétiser ces contenus avec de la publicité. Maintenant, quand on voit le rôle de la monétisation chez les gros acteurs, on sait que ça va être un élément déterminant pour les e-commerçants. Donc on ne peut pas parler de médias, puisqu'on ne va pas simplement monétiser un site marchand en diffusant des bandeaux publicitaires. On va parler de retail média, puisqu'on ne va pas commercialiser une bannière, on va commercialiser une mise en avant commerciale sponsorisée. Donc d'où le parallèle entre le média et le retail média. Et tout l'enjeu pour un distributeur, je vais y arriver, c'est bon, ça va être de recréer les animations commerciales qu'on connaît tous dans le monde physique. Donc c'est le parcours du consommateur en magasin, on se promène dans des rayons, on voit des produits, on connaît tous les têtes de gondole, les stop rayons et toutes les solutions de mise en avant commerciale que les marques utilisent pour augmenter la visibilité de leurs produits. On a un merchandising à magasin qui est fait pour bien mettre les produits au bon endroit, au bon moment, à la bonne hauteur. Quand on passe en e-commerce, on est sur un environnement qui est différent. On est dans un univers technologique, on doit interagir avec des lignes de code. On clique sur des rubriques, on ajoute des produits dans son panier, on évolue dans des listes de courses. On a des listes de produits où parfois on peut se retrouver à avoir plus de 200 produits sur la même page. Et l'enjeu pour une marque, ça va être de se placer en première position. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, forcément, quand on voit ça, je ne sais pas à combien de personnes parmi vous, ça vous rappelle cette blague sur le digital qui est presque devenue un adage du digital, un proverbe du digital, qui consiste à dire que le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est sur la deuxième page de recherche de Google, qui pose toute la problématique de la visibilité sur les moteurs de recherche. Si on n'a pas notre contenu, qu'on soit un éditeur ou qu'on soit une marque, sur la première page de recherche d'une requête qui est clé pour nous, on n'est pas visible, autrement dit, on n'existe quasiment pas.
Et cette problématique de la visibilité, très logiquement, elle se déporte des moteurs de recherche vers les sites de e-commerce. Parce que de plus en plus, et on l'a dit au début, puisque les sites de e-commerce ont de plus en plus de produits, donc de plus en plus, ils se positionnent eux-mêmes comme des moteurs de recherche commerciaux, comme des moteurs de recherche de produits. Et par conséquent, on va retrouver cette problématique qui consiste à chercher à être visible. Certains e-commerçants partagent leurs données là-dessus en disant que 70% des clics qui ont lieu après une requête qui va être tapée dans un moteur de recherche interne, 70% des clics liés à une requête interne n'ont lieu que sur la première page de recherche. Et en fait, la plupart de ces clics vont avoir lieu sur les premiers résultats de recherche. Donc, il y a une vraie problématique pour la marque pour chercher à gagner de la visibilité dans cette zone stratégique qui est le moment chaud où l'utilisateur cherche un produit, où il se renseigne sur un produit, où il veut acheter un produit. Et cette problématique, très logiquement, tend à s'accentuer avec la réduction des écrans, avec les smartphones, surtout quand on sait qu'il y a de plus en plus de e-commerçants qui voient maintenant que plus de 50% de leur audience est une audience mobile. Donc il y a une vraie problématique autour de la visibilité. Et le retail média se propose de résoudre ça, puisqu'il propose de prendre des espaces stratégiques dans les résultats organiques de manière native pour pousser la publicité et redonner en partie le contrôle de l'accès à l'utilisateur dans cette zone-là à la marque. Donc il y a un vrai enjeu à être présent en première page. Alors, si on veut être un peu provoque, quand on voit à quel point la monétisation est un sujet clé pour les distributeurs et quand on regarde Alibaba, quand on voit que 60% de son business est drivé par la publicité, on pourrait se dire, mais le métier d'un retailer ou le métier d'un e-commerçant, c'est plus de vendre des produits aujourd'hui, c'est de vendre de la publicité. C'est pas tout à fait ça parce que sur un site, on va pas... la monétisation au sens retail média, ça ne va pas être de vendre la publicité comme on la connaît tous dans l'univers des médias, ça va être de vendre une mise en avant sponsorisée qui, elle, va être parfaitement intégrée au contenu, au parcours du consommateur sur le site. Et l'enjeu pour un e-commerçant, c'est... C'est le clic. L'enjeu pour un e-commerçant, ça va être de bien intégrer ces mises en avant sponsorisées dans son contenu, qui est finalement des mises en avant organiques, et de réussir à arbitrer les mises en avant payantes et les mises en avant organiques, comme on peut le retrouver en search et sur Google notamment. Donc c'est bien plus que de vendre des mises en avant commerciales, c'est aussi d'être capable d'arbitrer et d'avoir le bon équilibre entre ce qu'on va proposer au consommateur de manière sponsorisée et ce qu'on va lui proposer de manière naturelle. Donc, en synthèse, ce qu'on voulait expliquer et partager avec vous aujourd'hui, c'est que la monétisation pour un site marchand, c'est plus un accessoire, ça devient vraiment un rouage central pour gagner la bataille de l'e-commerce. Et pour construire et prendre le chiffre du retail média, on voit 3 enjeux clés pour y arriver. Le premier, c'est le timing. On aurait pu écrire urgence, parce que finalement, le marché, il existe déjà aujourd'hui et on a tout intérêt à se positionner dès maintenant. Et pour se positionner, on doit avoir une offre. Cette offre-là, on doit être équipé en technologie, puisqu'on doit interagir avec des lignes de code, on doit comprendre le parcours du consommateur en temps réel, on doit être capable de lui proposer la bonne offre au bon moment, et on doit également être capable d'arbitrer entre une mise en avant qu'on va faire de manière sponsorisée et également une mise en avant organique. Donc, qui dit nouvelle technologie, dit nouveau métier. Et en fait, c'est à la fois un nouveau métier et un métier qui se transforme. Parce qu'évidemment, la relation entre le distributeur et la marque, elle existe déjà, y compris sur un plan de mise en avant, de tête de gondole, de trade. Il y a tous ces éléments-là qui existent déjà. Donc, c'est un métier qui existe, mais un métier qui doit se transformer avec cette nouvelle technologie, puisqu'il faut être capable de gérer les arbitrages, comme l'a dit Mathieu, entre l'organique et le payant. Il faut être capable de maintenir un pont efficace entre le distributeur, le consommateur et la marque. Donc, de manière très schématique, on peut dire qu'il faut se positionner un peu comme un ingénieur de la publicité pour utiliser cette technologie. Pour finir, on voulait vous rappeler notre conviction, qui est que le retail média n'est pas un accessoire. Il nous semble stratégique pour l'avenir des distributeurs, pour 2 raisons majeures. La première, c'est que c'est une source de revenus alternative qui est capable d'aligner l'intérêt des 3 parties prenantes de sa chaîne de valeur. Pour le distributeur, c'est de la monétisation. Donc évidemment, c'est positif. Pour le consommateur, c'est la possibilité de se voir exposer des publicités personnalisées
des publicités contextualisées et qui vont avoir un impact indirect très fort puisqu'elles vont lui permettre de ne pas subir le coût des services auxquels il va souscrire en achetant son produit sur le site du e-commerçant. Et le troisième acteur, c'est la marque, puisque ça redonne la possibilité à la marque, à l'annonceur, de gagner en visibilité dans une zone stratégique qui est le moment où l'utilisateur se renseigne sur un produit et veut acheter un produit. Et la deuxième grande raison pour laquelle on est persuadé que c'est un enjeu stratégique d'avenir pour les e-commerçants, c'est que même si jamais le retail média ne remplacera le métier premier des e-commerçants qui est de vendre des produits, qui est de vendre des offres, il va devenir un rouage central puisqu'il est le seul qui va permettre aux e-commerçants de résoudre l'équation et surtout de leur permettre de gagner la course qui se profile dans les 5 années à venir, qui consiste à donc résoudre cette équation impossible, d'avoir d'un côté le plus de produits, de les avoir au meilleur prix, et en même temps de pouvoir proposer les meilleurs services qui sont toujours plus sophistiqués, plus compliqués et donc plus onéreux. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup.